Mairie d'Adjamé, jeudi 19 février. Les agents de l'ONI, l'Office national d'identification, sont à la tâche. L'opération d'enrôlement pour l'établissement des pièces d'identité se poursuit. Mais avant cette opération, il faut être ivoirien, avoir un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité. Des conditions que tout le monde ne remplit pas. Pour permettre à tous les Ivoiriens de plus de 16 ans d'avoir leur carte nationale d'identité, le gouvernement leur simplifie la tâche. 1 700 000 personnes qui sont concernées par l'opération, qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance et par conséquent qui ne pourraient pas avoir une carte d'identité nationale. Un opérateur qui a été choisi pour faciliter la tâche, puisqu'il faut prendre en compte pas seulement les hommes qui sont en ville, mais aussi de nos parents qui sont dans les campagnes. L'opération, c'est gratuit. Cette opération se déroulera dans toutes les mairies d'Abidjan du 23 février au 23 avril prochain. Population de Makori, l'État de Côte d'Ivoire vous donne une occasion unique d'avoir votre extrait de naissance. À la suite de votre extrait de naissance, vous pouvez avoir une pièce d'identité et devenir un Ivoirien à part entière. Dans le district d'Abidjan, l'opération est coordonnée par le préfet Sidiki Diakité. Au niveau du district d'Abidjan, il nous est apparu nécessaire de faire une bonne préparation pour avoir un bon démarrage de cette opération très importante afin aussi d'en garantir la réussite. Donc la période du 18 au dimanche 22 va être mise à contribution pour préparer et faire installer les différents guichets, permettre également un recensement physique de toutes les personnes qui ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance en vue d'une bonne programmation des audiences foraines qui vont suivre. Après ces 2 mois, si les objectifs visés par les autorités sont atteints, un contrôle strict des cartes nationales d'identité va se faire sur toute l'étendue du territoire. Nana Roger Krandioré est le nouveau chef du village de Tanguelan, chef-lieu de sous-préfecture situé dans le département d'Agnibi-le-Cro à l'est de la Côte d'Ivoire. Il est désormais le garant de la tradition de ce peuple Agni-Djouablé, un peuple ayant pour activité principale l'agriculture. Nana Roger Krandioré a été désigné selon la pure tradition Agni-Djouablé. D'abord une concertation des doyens dans la nuit, puis la désignation dans la lignée. Le nouveau chef désigné sera porté en triomphe par son peuple. Le lendemain, il reçoit ses attributs de chef des mains de la royauté du Djouablé. Il peut désormais prendre fonction. Occasion pour le représentant du roi du Djouablé, Nana Gnini-Bile II, d'inviter le nouveau chef à prôner l'union et la cohésion entre les peuples. À ces populations, l'intervenant demandera de vouer à leur chef, un ancien agent de la psychologie à la retraite, le respect et la soumission pour relever le défi du développement. Les cadres saluent la désignation du nouveau chef. Ils s'engagent à renforcer la solidarité et la cohésion qui règne entre eux, en vue de relever le défi du développement à travers la réduction du taux de pauvreté et l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. La solidarité, c'est ce qui a toujours été et c'est ce qui va continuer. C'est un des nôtres qui est à la retraite, donc le roi lui a confié, selon la lignée, la destinée du village. Nous n'allons pas le laisser tomber. Nous allons continuer sur notre principe, c'est-à-dire la solidarité. Et le chef peut compter sur nous. Nana Roger Krandioré a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes du royaume Djouablé. Il aura à ses côtés les différents chefs de cour pour l'exécution de cette nouvelle mission. Sur la façade immaculée de la galerie d'Envahi, l'expression d'un corps aux contours sombres et lézardés. Salifou Lindou traduit avec ses figures la dualité de la condition humaine. L'expression par exemple du visage et tout ça, j'essaie vraiment d'exprimer la profondeur de l'être humain. L'homme est tout un personnage et son corps l'exprime bien. Claudie Poinsard l'a bien compris. Ces toiles, tout comme celles de Salifou, font vivre le corps, mais son art est bien plus suggestif. Il est même centré sur la femme et véhicule la noblesse de son combat quotidien. Le corps, c'est quelque chose après lequel on court toujours, enfin on essaie toujours de le saisir, mais en fait c'est insaisissable. Donc forcément, ça vous échappe, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Lindou
et Poinsard, au final, se rejoignent pour mieux différencier leurs pinceaux. Les visiteurs sont conquis. Je trouvais que c'était des toiles qui avaient beaucoup de caractère et puis qu'on pouvait y lire beaucoup de choses, comme le voyage, comme la solitude à certains moments, la nostalgie à d'autres. On ne voit pas tellement ce que ça dit, donc on a la possibilité de s'imaginer ce qu'on veut. On voit une personne qui est assise, on ne voit pas la forme, donc on peut lui donner le visage qu'on veut, on peut lui donner l'environnement qu'on veut, et ça c'est vraiment bien. Un art pictural pour tout public donc. L'exposition a débuté le vendredi 20 février à la Fondation d'Envahi, aux Deux Plateaux. Elle prendra fin le 11 avril prochain. Deux femmes, deux sœurs, Alexandra Hamon, la productrice, et son aînée Marie-Christine Hamon, la réalisatrice, constituent des étoiles montantes du cinéma ivoirien. Leur série Chronique africaine, diffusée sur plusieurs chaînes étrangères, a été sélectionnée dans la catégorie série télévisée de ce 24e FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Chronique africaine, c'est un concept entre la télé-réalité et la fiction. Et la particularité de cette série, c'est que nous avons tout un pool d'acteurs et d'actrices que nous essayons de mettre en valeur. Les sœurs Hamon espèrent se distinguer à Ouagadougou. Moi, je dirais que c'est vraiment une consécration. Et c'est un rêve pour tout réalisateur ou tout producteur. Vraiment, il n'y a pas mieux en termes de reconnaissance en Afrique. C'est vraiment notre Coupe d'Afrique pour le cinéma et la télévision. Et on espère vraiment ramener ce prix-là et représenter fièrement la Côte d'Ivoire. Elles ambitionnent surtout de faire partie des grandes dames de l'industrie cinématographique en Afrique. Notre ambition, c'est de pouvoir ressembler à toutes ces grandes productions que l'on voit à l'extérieur, ces grandes productions hollywoodiennes. Dans Chronique africaine, plusieurs petites histoires inspirées du quotidien des populations sont racontées. L'amour, les relations hommes-femmes sont quelques-uns des thèmes abordés par les sœurs Hamon qui se rendent à Ouaga avec la ferme conviction de marcher dans les pas des aînés Fadiga Kramoulasine et Nyuambala. Il y a 2 ans, les militants islamistes d'AQMI prenaient le contrôle de Tombouctou, dans le nord du Mali. Les mausolées et précieux manuscrits de la ville, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, étaient saccagés. La population traumatisée par 10 mois d'occupation. Ce terrible épisode a inspiré le film Timbuktu, qui retrace la vie quotidienne et la résistance des Maliens sous la coupe djihadiste. Timbuktu vient d'être nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Kathleen Noël, l'une des actrices, croit au pouvoir de son film. Mais quand tu regardes le film, même sans avoir été dedans, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas touché par les images, par les couleurs, par l'histoire. Et c'est surtout ce qui fait la force du film, c'est qu'il parle d'une violence horrible sans jamais avoir à la montrer sur l'écran. From Mauritania, Timbuktu est le seul film africain retenu sur les 9 films étrangers de sa catégorie, un cinéma toutefois de mieux en mieux représenté à Hollywood. Le film raconte l'horreur et la terreur de l'occupation extrémiste. Les cigarettes, le football, la musique sont proscrits, les femmes forcées à se voiler par la police islamique. Le réalisateur Abderrahmane Sissasco, qui a grandi au Mali, a présenté son film à Cannes en pleurs. Je pleure à la place des autres aussi, c'est ça. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous on s'approprie tout quand même. Hein. C'est ça qui est. Après tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent. L'opération Serval, menée par les Français depuis janvier 2013, est parvenue à chasser les militants d'AQMI de la région. Mais le pays reste instable, l'équipe a préféré la Mauritanie pour le tournage. Quant à Tombouctou, la ville restera désormais associée à cet épisode tragique et peut-être aussi à une reconnaissance des Academy Awards le 22 février prochain. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir.
L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. Pour dire les choses très crûment, Mugabe a gagné. Il avait une énorme pression occidentale pour démissionner et pour changer certaines de ses politiques. Et il n'a rien fait de tout cela. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Ses priorités sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. Les campagnes électorales de 2002 et 2008 sont particulièrement violentes. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. L'Occident impose alors des sanctions. Mais Mugabe reste un héros sur le continent. Son patriotisme africain fait toujours recette. Les gens sont fous en Europe. Les gens sont fous parce qu'ils refusent et rejettent la vérité. Des gens fous qui défient le droit international. Au sein du parti Mugabe, un successeur potentiel a émergé lors du dernier congrès. Emerson Mnangagwa, nommé à la vice-présidence, est surnommé le crocodile. Ministre de la Sécurité nationale après l'indépendance en 1980, il a notamment supervisé la sanglante répression contre des dissidents qui auraient fait environ 20 000 morts. Mais officiellement, Mugabe n'a pas désigné de dauphin et purge son propre parti. Quant à l'opposition, elle est divisée. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition. Cours de sexualité pour ces enfants au Maroc. Pour faire face à de nombreux cas d'abus sexuels, des ONG ont décidé d'éduquer les enfants à l'aide de vidéos, de jeux ou même de spectacles de marionnettes. Ici, à l'association Aman, on privilégie l'éducation des parents, un défi compliqué dans un pays où parler de sexe est tabou. Souvent, les parents nous disent, oui, on va parler de règles de prudence avec les enfants, mais ça ne va pas très loin. On ne va pas parler non plus de cette question d'intimité avec les enfants. Parce que c'est souvent lié, on a l'impression que quand on parle de sexualité aux enfants, c'est une incitation. C'est une incitation à la débauche ou d'avoir des relations sexuelles. De nombreuses affaires de pédophilie ont défrayé la chronique au Maroc ces dernières années. La dernière en date il y a quelques semaines, un Français qui faisait l'objet de plaintes d'au moins 9 enfants a été condamné à 2 ans de prison. Des ONG ont fait appel du verdict, jugeant la peine trop faible. Récemment, nous avons vu une remontée du phénomène du tourisme sexuel et l'exploitation sexuelle des enfants. Dans d'autres cas, un Britannique a été condamné à 20 ans de prison, mais un Allemand, lui, à 6 mois uniquement. Pour un groupe de parlementaires, cette disparité est due au fait que la loi est floue. Nous avons certains articles qui parlent de détournement de mineurs, sans violence, d'autres qui parlent justement d'atteinte à la pudeur sans violence, d'autres qui parlent de viol, où dans ces cas-là, il y a des peines qui sont importantes, 5 à 10 ans, et qui deviennent 10 à 20 ans quand il s'agit d'un mineur. Et dans les cas de détournement de mineurs, c'est de 1 an à 5 ans, donc ça reste des peines relativement très, très légères. Selon une étude de l'UNICEF, le nombre de cas d'abus sexuels enregistrés a augmenté entre 2007 et 2012, un chiffre qui peut être lié à plus de dénonciations de la part des victimes, un signe encourageant dans ce pays de tabou.